Non, messieurs, non. Nous allons nous occuper de ce diable d'homme avec admiration, avec vivacité, mais surtout pas avec respect. À bas le respect. Monsieur de Beaumarchais. Oui, mon cher, et content de l'être. Je vous apporte des nouvelles d'Amérique. Le général Washington a pris New York? Non, pas encore. Mais il confirme dans cette lettre qu'il vous paiera au plus vite les fusils que vous lui avez envoyés. Ah, que Dieu préserve les États-Unis, monsieur. Et tout particulièrement le bateau qui m'apportera l'argent. Revenons à notre diable d'homme, messieurs. Non seulement je veux avoir l'honneur d'éditer le premier ses œuvres complètes. Sa Majesté vous a donc donné l'autorisation? J'arrive à Versailles, expose mon projet au roi, annonce que j'ai déjà acheté 3 fabriques de papier pour l'entreprise et répète que le grand homme du siècle, 1 an après sa mort, mérite l'hommage d'une édition monumentale. N'insistez pas. Nous ne vous donnerons jamais cette autorisation. Pardonnez-moi, sire, mais enfin pourquoi? Ce serait la gloire de la France, la vôtre. Pourquoi? Parce que M. de Voltaire ne nous intéresse pas, ni vivant, ni mort. Voltaire, pas intéressant. Le personnage le plus intelligent du monde, le plus drôle, le plus cocasse et le plus généreux. Alors, vous renoncez? Jamais. Nous ferons l'édition en Allemagne, voilà tout. Tant pis pour la France. Voltaire, pas intéressant. Mais regardez-le. Qu'est-ce que c'est que cette capucinade? La vérité. Voltaire, pas intéressant. Mais c'est à se demander parfois où les rois ont la tête. Des trucs incampois. Le petit bossu qui louait sa bosse une fortune comme écritoire portatif. Oh, un vrai miroir de la folie humaine. Et la plus grande banqueroute du siècle. Moi, j'y ai décuplé mon capital. Dans ce désastre? J'ai revendu mes actions à temps. Alors, 8 jours après, crac, les imbéciles se sont retrouvés avec du papier et moi avec des sacs d'or. Calas était innocent et ses juges le savaient. Criez et qu'on crie. Candide, oublions le tapage des grands, la mesquinerie des petits, l'agitation des envieux tout autour de nous. Et que faisons-nous, monsieur? La seule chose à faire, cultiver notre jardin. Ah, coquine. Comme disait Fontenelle, si j'avais encore mes 70 ans... Vanière, trouvez-moi du blé à acheter. Hein. Beaucoup de blé, n'importe où en Europe, à n'importe quel prix. Les pauvres paysans, enfin... Non, ne me brûlez pas! Ne me brûlez pas! Au secours! Calmez-vous, monsieur! Calmez-vous! Non, monsieur! Le bûcher, là! Sortez, monsieur, sortez! Il n'y a pas de bûcher. Les flammes! Les flammes! Le bûcher! Vanière a raison. Sortez, mon ami. Nous perdons tous l'esprit de temps à autre sous le coup d'un ébranlement violent. Notre chat. Personne ne le sait, même moi. Je suis fou depuis l'enfance. Pas intéressant, Voltaire? Avoir fait tout ce qu'il a fait avec cette malédiction en lui? La pause, monsieur, la pause. Mais mon cher Oudon, de ma vie entière, je n'ai jamais pu rester en repos plus de 5 minutes. Écureuil ou anguille. Je ne suis pas votre ami Hubert, monsieur, qui peut vous croquer à toute vitesse. La sculpture demande plus de calme. Oh, du calme. Me demander d'être calme. Mais mon pauvre ami, c'est demander à Frédéric II d'aimer les femmes. Ou à un banquier suisse de comprendre une plaisanterie. Ça ne s'est jamais vu, ça ne se verra jamais. Pensez un peu moins à Frédéric II. Pensez davantage à la statue. À votre statue. Ah, les statues. Les statues vous figent dans la décrépitude.
traversé de rides et de misère. Vous avez le plus beau talent, mon cher Oudon. Mais l'image que vous laisserez de moi sera celle d'un vieux grigou tout sec. On oubliera que j'ai été jeune. On oubliera que, avant de devenir Monsieur de Voltaire, j'étais tout simplement François. François! 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 Oh, laissez, je vous en prie. Jamais là quand on l'appelle. Un diable! Mais qui n'est pas diable à 10 ans? Je le sais bien encore, moi, à mon âge, personne ne s'en plaint. Sauf Sa Majesté, peut-être. Devenue toute bigote avec la vieille maintenant. Cher ami, vous êtes d'une crudité. Oh, je déteste les attitudes. Je n'aime que les improvisations. Surtout en amour. Et je dois avouer que Châteauneuf improvise fort bien pour un abbé. L'abbé de Châteauneuf est... Depuis 15 jours? Depuis 15 nuits. Et comme il est le parrain de votre François, me voilà un peu de la famille. Tout l'honneur est pour moi. Je vous disais donc que j'ai pour vous un placement tout à fait digne d'intérêt. Ô Seigneur, daignez ne pas refuser votre grâce au tas de boue et d'immondices que je suis. Dites-moi, par un signe, que je ne suis pas condamné pour l'éternité au supplice de votre enfer. Merci Seigneur, laissez-moi baiser vos pieds torturés sur la croix. Comment oses-tu, misérable, profaner Jésus-Christ tout-puissant? Parce que tu te trémousses, parce que tu baves, parce que tu es ridicule. Et toi, tu es ignoble comme la bête de l'Apocalypse. Je prierai nuit et jour pour que le ciel te foudroie. Qu'ai-je à faire de ton enfer et de ton paradis? Le ciel n'est qu'un dortoir. Oh Ah, c'est mes fils, aussi fous l'un que l'autre. Amant, prenez-vous. Allez, François. Madame de l'Enclos veut vous connaître. Bruno de l'Enclos, la vieille. Ah, c'est morbleu. C'est l'ami de ton parrain. Seigneur, Seigneur, punissez-le, Seigneur, Seigneur, punissez-le. Que voulez-vous être plus tard? Un écrivain célèbre. Ah, c'est de sottise. Il sera notaire, comme moi. Je serai écrivain. Taisez-vous, petit volontaire. Il suivra la bonne voie. Et pour commencer, je l'ai inscrit chez les jésuites, au collège Louis-le-Grand. Comme Molière. Mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées. Et cela fait venir de coupables pensées. Bon, dites insolent, je... Non, laissez-le, il est si drôle. Tu connais tout Molière? Tout, et La Fontaine aussi. Amour, amour, quand il nous tient, on peut bien dire adieu, prudence. François Roy, tu me plais. Je m'en vais te donner 1000 livres pour acheter tous les auteurs que tu voudras. 1000 livres? Les hommes m'ont ordonné. Je peux bien en rendre un peu à cet enfant. Dites merci, mon fils. On dit merci à un homme, mon père. À une dame, on écrit un poème. Je n'ai pas eu le temps de le lui écrire. La pauvre est morte quelques semaines plus tard. Mais elle n'avait pas oublié sa promesse. Et je lui dois le début de ma bibliothèque. Quand je suis entré au collège, dans mon bagage de pensionnaire, j'avais caché un Rabelais. Un Rabelais? Chez les jésuites? Eh oui. Je vous ai pas perdu de temps pour les provoquer. Non, j'ai appris à les aimer, au contraire. Tout au long de mes études, ils m'ont donné infiniment. La culture, d'abord. Et ce qui est plus rare, le goût. L'indulgence du ciel a bien voulu donner à notre modeste collège une certaine renommée. Et le résultat est que François a développé ici des sentiments de gloire. Il ne rêve que d'égaler ses camarades titrés par le moyen de la réussite littéraire. Mais il les égalera, mon père.
Pour la première fois de ma déjà longue carrière, je peux dire avec certitude que l'un de mes élèves est un futur génie. On n'a pas besoin de génie dans une étude de notaire. À vous de juger, mais je me permets de vous rappeler que votre fils, dès son entrée ici, fut l'auteur d'une ode à Sainte-Geneviève si belle qu'il faillit obtenir le prix de l'Académie française. À 11 ans. À 11 ans. Et qu'à 13, il a envoyé un poème à Monseigneur le Dauphin en faveur d'un invalide dont le ministre avait oublié les services. Monseigneur lut le poème et accorda la pension. Je sais. François nous en a rebattu les oreilles pendant assez longtemps. Il faut qu'il continue d'écrire. Non, mon père, il faut qu'il m'obéisse. Et je dois dire ma surprise et ma réprobation devant les encouragements que l'on a ici prodigués à mon fils. Monsieur Harway, les meilleurs professeurs et les meilleures leçons ne servent à rien. Quand, par ailleurs, de mauvais exemples sont donnés à un enfant. De mauvais exemples? Nous avons appris, avec surprise et réprobation, que chaque samedi, depuis des années, vous laissez François souper au temple avec une société de libertins où l'on se moque scandaleusement des principes et des enseignements les plus sacrés. C'est que Monsieur l'abbé de Châteauneuf est le parrain de mon fils. C'est lui qui l'emmène là-bas. Monsieur de Châteauneuf, Dieu l'étend sa sainte garde, n'est pas l'éducateur dont votre fils a besoin. Maxima, Débéture, Puero, Révérencia. Mais comprenez-moi, mon père, l'abbé a de puissantes relations. Un frère ambassadeur aux Pays-Bas, de forts intérêts partout. Et dans ma profession, naturellement... Nous ne sommes pas des dominicains, monsieur Harway. Nous comprenons les choses. Votre fils a un esprit d'une grande justesse. Envoyez-le à la campagne le temps des vacances, loin de la frivole agitation du monde, par la solitude, par la méditation des vraies valeurs que nous lui avons inculquées. Il retrouvera vite le droit chemin. Merci, mon père. Merci. Faire de cet enfant un notaire, quel gâchis. On l'envoie en Normandie pour retrouver le bon chemin. Mais la méditation solitaire se transforme vite en folle escapade. De salon en salon, de ville en ville, François commence à semer le scandale. Pour lui apprendre que la vie n'est pas faite que d'amusement, Monsieur Harway l'expédie en Hollande comme petit secrétaire de l'ambassadeur. Je suis diplomate par aventure, mademoiselle. Et dois convenir que je m'ennuyais à mourir à La Haye, avant de vous y voir. Voulez-vous bien vous taire? Maman m'a prévenu, tous les Français sont des menteurs. Mais vous m'avez dit que vous êtes française. Un peu de patriotisme, s'il vous plaît. Et comment le montrerais-je, ce patriotisme? En me donnant votre main. C'est un joli métier, diplomate. On doit gagner beaucoup d'argent. L'argent n'est rien sans la gloire. Et la gloire n'est rien sans l'amour. Vous êtes connu? Je le serai. J'écrirai des poèmes sur vous, sur votre main, sur votre cou, sur Vous êtes bien pressé, monsieur. J'ai toujours su que je mourrais jeune. Je me dépêche, venez. Pourquoi? Nous sommes bien ici tous les deux, non? Il faut que je bouge. Vous êtes fou, si maman nous voyait. Je ne sais même pas votre nom. François, et vous? Je n'aime pas mon nom et m'en suis fabriqué un autre. Pimpette. Pimpette? Ça vous ressemble. Ah, Dieu, que j'aime la Hollande aujourd'hui. Laissons la Hollande. Parlez-moi de vous. J'ai commencé une grande épopée sur mon roi préféré, Henri IV. Henri IV? Quelle chance, c'est mon préféré aussi. Venez me lire vos vers chez vous, j'en meurs de désir. Vous en mourrez de désir? Allons mourir ensemble. Chez moi. Taisez-vous, misérable! Je sais tout. L'ambassadeur m'a écrit le détail de votre scandale. Non seulement au lieu de travailler, vous séduisez une fille, mais grisé par votre stupidité sans borne, vous ne vous rendez même pas compte que vous tombez dans un piège. Pimpette est la plus adorable des jeunes filles. Et nous nous aimons.
Un Arouet, fils d'un conseiller de Sa Majesté, amoureux d'une pimpette. Résultat, la mère joue les indignés. Réclame une fortune en dommages et intérêts pour l'honneur de sa putain de fille. Et vous êtes chassé de l'ambassade. La honte pour notre famille. La première. Quelle honte. L'amour est la machine qui fait tout marcher. Et pour que l'univers soit ce qu'il est, il a bien fallu que le premier homme tombe amoureux de la première femme. Votre séjour à La Haye, monsieur, représentait votre ultime occasion de prouver le respect qu'un fils doit avoir pour son père. Fort de ma menace et de la loi, je vais immédiatement chez monsieur le lieutenant de police. Vous serez déporté aux Amériques par le prochain convoi. C'est ma sœur qui m'a sauvé. Une femme admirable. J'ai seulement été déporté chez un notaire. Mais quel notaire! Tenez, Thériault. Alors, monsieur Arouet, et cette copie date, je l'attends. Oui, maître. Thériault, oui. Quand je serai mort d'ennui, ce qui ne va guère tarder, vous irez dire à mon père qu'il m'a assassiné. Donnez-moi vos dossiers et écrivez votre tragédie. Cela vous fera du bien. Oh, merci. Vous me ressuscitez. Mais c'est ça ma vraie vie, la joie, le luxe, La beauté. Et je voudrais être tout à la fois auteur, comédien, décor, musique et la lumière du théâtre. Vous ne le prenez pas mal, mais il y a de la folie en vous. Mais j'espère bien. Et que fera monsieur votre père quand il verra cette tragédie? Mais il fera comme tout le monde, Thériault, il applaudira. Pour qu'il applaudisse, il faut qu'on la joue. J'ai rendez-vous avec mademoiselle Adrienne Lecouvreur, la débutante à la mode. Débutante? Avec de beaux yeux, une jolie taille et du génie. Édipe, est-ce là votre première tragédie, monsieur... Arouet, François Arouet. Monsieur Arouet? Non, j'ai écrit un Amulius et Numitor au collège. Je vois. Vous êtes un vieil auteur. Mais sans vous fâcher, monsieur Arouet, sur un sujet comme Édipe. Ne redoutez-vous point la concurrence des grands anciens comme Sophocle, comme Corneille? Si l'on avait peur, mademoiselle, on n'écrirait jamais. Et si je n'écris pas, je meurs. Bravo. Nous n'avons ici que des écrivains qui intriguent. Quel bonheur de rencontrer un qui brûle. Marie? Voilà. Marie, déshabille-moi, s'il te plaît. Et vous, monsieur Arouet, parlez-moi de votre pièce. J'admire, comme il convient, les grands anciens, mademoiselle, mais j'ose leur reprocher de ne rien comprendre aux femmes. Mais il va pas de main morte d'un ton débutant. Tandis que vous, monsieur Arouet, les femmes, vous connaissez. Je veux dire que Corneille et Sophocle utilisent comme un bon ressort de la tragédie le fait qu'Édipe est couché avec sa mère Jocaste. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas de jupon en scène. Alors? Corneille et Sophocle? Il ne s'occupe pas des sentiments secrets de Jocaste, de ce qu'elle a éprouvé pendant l'inceste avant la révélation. Il ne s'occupe pas du monde de la nuit. Le monde de la nuit? Au deuxième acte, dans ma tragédie, vous raconterez votre nuit de noces avec votre fils. Non, sûrement pas. Vous n'aimez pas ma pièce? Je ne suis pas dans la maison depuis assez longtemps pour jouer les grands rôles. Non, vous aurez pour Jocaste une de ces vieilles chippies de sociétaires qui s'acharnent à me barrer le chemin en couchant avec des ducs et des ministres. Mais toi aussi, tu en as un duc. Moi, je l'aime. Bon, allez, laisse-nous. Je continue? Ah, Marie. Bah, tu écoutes au porte à présent? C'est beau. Ils sont dans le lit nuptial. Nuptial, Adrienne?
Mais non, Édipe et sa mère. Je n'ai pas encore écrit la scène où les grands prêtres de Thèbes font deviner à Édipe qu'il a commis un crime épouvantable. Mais j'ai la réponse de Jocaste. Les prêtres ne sont point ce qu'un vain peuple pense. Notre crédulité fait toute leur science. J'espère que nos prêtres d'aujourd'hui ne prendront pas ça pour eux. Ah, permettez-moi d'espérer le contraire. Vous détestez si fort la religion? Quand je vois ce qu'elle a fait de mon frère, un convulsionnaire, un fanatique, un démon, Adrienne, 6 heures passées, ton rendez-vous. Mon banquier attendra. Il est ici, mon rendez-vous. Avec le nouveau poète français. Merveilleuse Adrienne. Mais à l'époque, je n'écrivais pas que des alexandrins tragiques. Oh, non, le régent transformait la France de Louis XIV en pétaudière, l'État en chienlit et le palais royal en bordel. Je publiais contre lui, comme tout le monde, des petits vers terribles. J'en ai gardé ici. La pause, monsieur, la pause. Oh, elle attendra, la pause. Cela s'imprimait la nuit en cachette. Et s'il en était pris, la Bastille. Là-dessus, catastrophe. Paraît le plus violent de ses poèmes, intitulé « J'ai vu ». Une merveille. Et l'opinion publique me l'attribue. Et qui, le hasard, me fait-il rencontrer? Le régent. J'ai lu certains poèmes, monsieur Arouette. Et je gage que je pourrais vous faire voir une chose que vous n'avez jamais vue. Et quoi donc, monseigneur? La Bastille. Ah, monseigneur, tenez-la pour vue. Mais le pamphlet était de vous? Non. Mais pourquoi ne l'avoir pas dit au régent? Ne me demandez pas l'impossible. J'aurais tellement voulu écrire moi-même ce poème superbe que je n'ai pas eu le courage de déclarer qu'il n'était pas de moi. Avec votre orgueil et vos pirouettes, voilà le résultat. L'exil. Ah, si vous pouviez vous montrer un peu plus prudent quelquefois. Je suis un brasier, Thiriot, ne me reprochez pas mes étincelles. On m'a envoyé à Tulle, moi, au bout du monde, dans des campagnes effrayantes comme un pestiféré. Passez-moi mon Virgile, je vous prie, sur la dernière étagère en haut à gauche. Pourquoi toujours parler de Tulle, puisque le pouvoir a accepté que vous alliez seulement sur les bords de la Loire, chez les Sully qui vous aiment? Je ne vois qu'une chose, on m'exile. Loin de mon cher Paris, loin de vous. Loin de mon amie Adrienne, loin de la vie. Ce régent, c'est Néron. Vous vous rendez malade. Mais je suis malade, toujours malade. Je vous l'ai dit, Thiriot. Je suis né avec 2 mois d'avance sur la date, et déjà moitié mort. Aussi moi que je me souvienne, j'ai eu un corps secoué de fièvre et de colique, toujours frissonnant, les nerfs à vif. Surtout en ce moment, au début de l'été. Avec ce beau temps? Oui. L'anniversaire de la Saint-Barthélemy approche. Et chaque année, la mémoire de ce massacre fait redoubler ma fièvre. D'indignation. Mais ce massacre date d'un siècle et demi. Et vous n'êtes point huguenot. Je suis homme. Ça suffit pour avoir honte. C'est justement parce que le fanatisme me fait horreur que j'ai entrepris cette épopée à la gloire du bon roi Henri IV, symbole de la tolérance, et à la gloire aussi de son ministre Sully, votre grand aïeul. Cela s'appellera la Henriade. Et votre tragédie méchante, et les rôles que vous m'avez promis. Mais rassurez-vous, Suzanne, notre Voltaire écrit tout à la fois. Mais comment fait-il? Toute la journée, il est le compagnon de nos fêtes, on le voit animer les jeux, en inventer d'autres, gambader sur notre petit théâtre. C'est mon secret, cigale le jour, fourmi la nuit. Ah, le beau temps, le bel été, le beau château, la belle compagnie. Viens, viens, j'ai envie de faire la cigale. À bientôt, mes amis. Et surtout, ne soyez pas sages. Oh mon Dieu, je me souviens tout d'un coup que nous avons promis une partie de Pharaon à la duchesse. Venez.
Viens, on ne m'a jamais aimé sur l'herbe. Si, en plein jour. Viens, tu es Racine, je suis la charmélée. Oh, tu penses vraiment ce que tu viens de dire? Oh, comme je t'aime, de toute mon âme. Le nouveau Racine. J'en veux presque au gouvernement d'avoir mis fin à votre exil. Nous étions si bien ici avec vous. En tout cas, promettez-moi une chose. D'être prudent à Paris. Et de vous oublier. J'essaierai afin de vous plaire. Nous vous aimons comme l'enfant de notre maison. Quoi qu'il arrive, maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, je serai toujours là pour vous aider, pour vous défendre, pour vous permettre d'être vous-même. Ne l'oubliez jamais. Au revoir, Zénonville. Au revoir, à Paris. Bon voyage. Merci. À bientôt. Au revoir. Vous avez remanié Oedipe chez Sully. Pourquoi? Le texte est superbe. À moins qu'une autre comédienne ne vous ait dit le contraire. Qu'allez-vous inventer? J'ai simplement voulu rendre la pièce plus sauvage encore. J'ai remanié aussi la Henriade, un bon billet de verre. Et conçu un vaste projet, l'ouvrage de ma vie. Une histoire du siècle de Louis XIV. Pour vexer votre bon ami le régent, je parie. Naturellement. Mais surtout, parce que c'est une époque où les génies foisonnent. Un des 4 ou 5 grands âges de l'humanité. Mon livre ne ressemblera à aucun autre. Pour la première fois, au lieu du seul récit des actions d'un monarque, on trouvera la peinture complète de l'activité de la nation. L'histoire d'un peuple, en plus de l'histoire d'un homme. Oui. Vous êtes le couvreur, en scène pour le vin. Oh là là, je vais être en retard. Pardon, je parle tout le temps. Oui, mais vous parlez si bien. Mon costume, Marie. Adieu. J'ai rendez-vous au Procope. Je reviendrai demain. Vite, ma poulette. Mais quel idiot! Qui ça, monsieur Arouet? Oui, monsieur Arouet. Mais c'est le jeune homme le plus intelligent de Paris. Intelligent pour Louis XIV, intelligent pour Oedipe. Moi, c'est stupide pour ne pas voir que je suis amoureuse de lui. Non! Suzanne? Ah, j'ai attendu 1 heure au Procope, pour rien. Ah, la mademoiselle le couvreur. Mais je non, suppose. mais non. Vos regards. Ah, mais justement, j'oubliais, il vient de passer. Tu peux pas le dire? Il t'attend dans un endroit plus discret. Une salle d'escrime, rue Ticton, au 23. N'y va pas. Il a une tête d'espion de police. Viens plutôt me faire l'amour. Non, pardonne-moi, je suis un peu fatigué ces jours-ci. Encore? Mais puis, il faut que je voie vos regards. Mais il attendra. Ah, trop tard. Ah, j'ai l'envie. Moi, une heureuse surprise. Malheureusement, il faut que je m'en aille. Mais faites-moi plaisir. Attendez-moi. Ah, tenez, regardez. Un nouveau problème. Les blancs attaquent et font mat en 3 coups. Ça vous divertira. Au revoir. Suzanne vous offrira de mon café un poème. Il y a pire, monsieur Arouet. Je le sais de source sûre. Un camarade à moi de service au Palais Royal. Vous pourrez en faire l'un de vos admirables poèmes clandestins. Le régent a engrossé sa propre fille, la duchesse de Berry. Ah, merci, Beauregard. Voilà donc par qui la France est gouvernée. Un dégénéré, dont la fille est une putain. J'ai vu Beauregard. Ce fut affreux. Me faire ça à moi! Ah, je vais vous tuer tous les deux! D'abord, Voltaire voulut assassiner les coupables. Écoute, Je suis désolé, François. Il faut... Mais Génonville pleurait si sincèrement. François, je t'assure, je t'assure. Suzanne avait de si beaux yeux. Il m'a entraîné, tu sais ce que c'est, les femmes. L'amour et l'amitié en larmes. Quel tableau. Il fallut pourtant trouver une solution. Oh, avez-vous bientôt fini? Oh. Comme on va être heureux ici tous les 3. On sonne. Oui, ne vous dérangez pas, François. Je vais ouvrir. Merci. Tu m'écris un beau rôle, mon chéri? J'ai
Laissez passer. Qui est Arouet? François. C'est moi, monsieur. Je suis chargé de vous conduire à la Bastille, monsieur. Il existe des personnes de haut rang qu'il est dangereux de nommer dégénérées, putain. Tu vois, j'en étais sûre. Misérable. Je te l'avais dit qu'il avait une tête d'espion de police. Tu me le paieras, Bourgard. Mais donnez-moi au moins du papier et un crayon. Vous ne voyez pas que je vais devenir fou là-dedans? Garde! Un insuccès après 11 mois de Bastille, je crois que j'en serais mort de chagrin. Vous avez la gloire, elle ne vous quittera plus. Pour moi, quelle joie encore plus vive si vous eussiez joué ma pièce. N'y pensez plus, François. J'aurai la prochaine. Avec tout votre talent. Et toute ma tendresse. Allez, allez vous faire applaudir. C'est un triomphe. Un triomphe. Quel triomphe. On dit que son Altesse le Régent était là, incognito, et qu'il a donné lui-même le signal des applaudissements. Une pièce sur l'inceste, il a toutes les raisons d'applaudir. Oh. Regardez, le maréchal de Villars lui-même le félicite. Tirez-moi, jeune monsieur Arouet, mais pas de complaisance, pas de compromis. Je ne me savais point timide, monsieur le maréchal, mais devant vos louanges, permettez-moi seulement de rougir et de remercier. Il est charmant. Venez nous voir quand vous voudrez, monsieur. J'adore la nouvelle littérature. Bravo, Fourmi, bravo. Excusez-moi. Mais dites-moi, mon cher, la belle Suzanne n'assiste point à votre bouche. Et envolée, Suzanne, envolée. Oh, cette scène de la nuit de noces de Jocaste. Cela m'a donné des idées incroyables. Oh, je suis tellement troublée. J'ai envie de recoucher avec mon mari. Les prêtres ne sont pas ce qu'un vain peuple pense. Quelle audace. Et quelle vérité. Oui. Une vérité qui nous mènera au désordre. Je déteste ce monsieur Arouet. Ah bon? Venez, allons le complimenter. Après ce que vous venez de dire? Il va être à la mode, ce n'est pas le moment de lui tourner le dos. Ah, mon cher, c'était merveilleux. Admirable. Vraiment Magnifique. merveilleux. 1000 compliments. Bravo. Mon père, vous nous avez écrit une belle tragédie. Rodin. J'ai vu le Régent, un parfait gentilhomme. Il adore ma tragédie. Et le poème sur la Bastille? Il l'a très bien pris. Se félicitant que mon séjour dans un château de Sa Majesté ne m'ait rien enlevé de mon talent. Devinez ce que je lui ai répondu. J'en frémis d'avance. Monseigneur, je trouverais fort bon que Sa Majesté continuât à se charger de ma nourriture, mais je supplie Votre Altesse Royale de ne plus s'occuper de mon logement. Ce n'est pas tout, messieurs. Je vais être pensionné à vie pour ma contribution aux belles lettres. Les promesses des grands... Non, non. Le Régent a pris aussitôt la plume pour confirmer sa décision. Mais au moment où il allait écrire mon nom, je l'ai prié de s'arrêter. Refuser une pension? Pas du tout. J'ai demandé au prince d'écrire mon nouveau nom. Arouet m'a trop porté malheur. Et comment vous appellerez-vous désormais? Voltaire. Pourquoi Voltaire? Il n'a jamais livré son secret. Pas plus que Poquelin pour Molière, d'ailleurs. Nos deux plus grands écrivains masqués. J'ai tout de même une hypothèse. Rappelez-vous son surnom quand il était tout jeune. Taisez-vous, petit volontaire. Petit volontaire. Un trait de plume. Et voilà. Pardonnez-moi, cher Arouet. Voltaire, monsieur le duc. Cher Voltaire, mais je ne vois vraiment pas le rapport entre la buquin campois et le misanthrope. Votre monsieur Las, pour moi, c'est Célimène. Chacun est sous le charme. Mais attention au dernier acte, lorsqu'on découvre qu'elle a menti tout le temps. Mais quelle preuve avez-vous? Les actions montent de jour en jour, d'heure en heure. Je vends les miennes demain. En pleine hausse.
L'Écossais promet trop. J'ai fait le calcul de son découvert. Toutes les mines d'or du Pérou ne suffiraient pas à l'amortir. Quel homme surprenant vous êtes, écrivant d'un côté des tragédies sublimes et de l'autre calculant comme un banquier. Je veux être riche, monsieur le duc de Sully. D'abord, parce que j'aime le luxe. Mais ce n'est pas la raison profonde. Pour un écrivain, la fortune n'est pas seulement la fortune. Elle représente la liberté. Bourgard! Assassin! Espion de police! Tu vas me payer mes ronds de bois de pastille, misérable! Mais quel est ce fou que je ne connais pas? Voltaire! Voltaire! Voyons, monsieur, je te rejoindrai, Bourgard. Vous êtes dans la maison du roi. Venez, mon cher ami, je vous en prie, calmez-vous, calmez. Venez. Vous connaissez le penchant de notre ministre de la Guerre et Bourgard à la faveur de son alcôve. L'infâme. Hélas, on ne lutte pas contre ces bassesses-là. Venez. Chien! Chien! Alors? Ne bougez pas, restez là. Allez! Qu'y a-t-il? On va se La lame est passée, tout près de l'œil. Dans cette ignominie, ce fut ma seule chance, n'être pas aveuglé. Ne dites plus rien, François. Chaque coup de poignard que vous me racontez est comme une blessure pour moi. Chère Adrienne, mon ami, n'ayez pas de peine, c'est fini. Pense-moi à un commencement. Un commencement? Oui. Dans ma loge, quand nous soupons ensemble, vous êtes si brillant. Si courageux dans vos idées, si merveilleux d'assurance que vous m'en faites presque peur. Vous m'intimidez, François. La grande Le Couvreur intimidée? Et ce soir, vous êtes si désarmé que je peux vous dire ce que je n'ai jamais dit à personne la première. Je vous aime. Je n'ai plus qu'une prière à faire. Mon ami, c'est que la contagion ne punisse pas le dévouement que vous avez mis à me soigner. Et qui parle de prière? Vous guérirez, Génonville. Je vous le promets. Merci. Merci, cher menteur. Je vous ai bien aimé, Voltaire.
Je ne sais pas où je vais aller maintenant. Mais je vous y attendrai. Ne vous pressez point. Je suis patient. Cher Genonville, je fus atteint à mon tour par cette terrible épidémie de petite vérole. Et si affreusement que l'on prépara mon cercueil et que l'on fit venir un curé. Il arrive dans ma chambre, me demande de me confesser. J'ai accepté. Vous? Par respect. Il avait risqué en venant me voir la plus cruelle des morts. 2 mois après, j'étais guéri. Un miracle. Un hasard. Victoire, Thériault. Madame de Prie, maîtresse du Premier ministre, m'annonce que je suis invité au mariage du roi et que 3 divertissements me sont commandés qui seront joués à la cour. Enfin, une situation tranquille. Enfin. Ah, vous me faisiez si peur avec vos incartades. Je vais approcher le roi, lui plaire peut-être, recevoir quelques titres. Le coup de poignard de Bourgard m'a instruit, Thériault. Pour qu'un goujat n'ose plus jamais lever la main sur moi, mon succès et ma richesse ne suffisent pas. Il faut que j'aie aussi Versailles. Je vois mon poète, toujours vainqueur. Chez le roi et chez la découverte. Je suis heureux, je parle en vers. Parle moins bien que toi. Tu as tous les dons. Je bois à ceux que le public applaudit. Et à ceux que je suis seul à chérir. Qui que tu sois, voici ton maître. Il l'est, le fut, ou le doit être. J'aime quand tu es heureux, François. Je le suis totalement. Et pour la première fois, j'ai l'amour de la personne incomparable que j'adore. Un peu de talent dans le métier que j'ai choisi. Assez d'argent pour ne demander rien à personne. Des amis qui me comblent. Et la faveur du roi. Oh ciel! Aux chances, aux bonnes fortunes de François de Voltaire, faites que cela dure. Mademoiselle, monsieur le chevalier de Rohan veut entrer. Rohan? Non, fais-le attendre. Fais-le attendre un instant. Allez, va! Rohan? Oh non! Mon ami, il est millionnaire. Il est maréchal et Rohan. Comment veux-tu que je lui fasse ma porte au nez? Bon, allez, ta perruque, vite. Oh. Allez, fais-le entrer. Bien le bonsoir, ma chère. Mes respects, monsieur le maréchal. Nu sous votre peignoir. Arriverai-je donc enfin au bon moment? Vous connaissez? Je crois, oui. Mais c'est étrange, monsieur. Je ne me souviens jamais de votre nom. Comment est-ce déjà? Arouet, je crois. Ou Voltaire. Je m'appelle Voltaire, monsieur. Je commence mon nom, tandis que vous finissez le vôtre. Vous aurez de mes nouvelles, monsieur. Juste préférer une réplique, monsieur, mais à l'impossible, nul n'est tenu. Je fais semblant de m'évanouir. Nous avons évité l'irréparable. Oh, mais quelle horrible scène! Un immonde personnage. Mais nous le briserons, toi et moi. Oublie cela, François. Il ne recommence plus ta merveilleuse imprudence. Tu es écrivain, je suis comédienne. Que veux-tu faire contre un des plus grands noms du royaume? C'est justement cela qu'il faut changer, Adrienne. Le talent vaut la naissance. Le talent vaut la naissance.
Je crois entendre déjà parler mon Figaro. Et le plus étonnant, c'est qu'aucun historien, aucun, n'a été au courant d'une énigme si surprenante. Je serai le premier dans mon siècle de Louis XIV à parler de cet homme au masque de fer. Quoi qu'il entreprenne, notre ami Voltaire sera toujours le premier. Un masque de fer. Oh, quel dommage. On ne saura même pas s'il était joli garçon. Si, marquise, car j'ai son signalement. Hein? Jeune, grand, le visage délicat, la figure la mieux faite et la plus noble, la peau mate, et un goût surprenant pour le linge de la plus élégante finesse. Sans parler d'un talent pour la guitare. Mais qui a pu voir son visage? Le chirurgien de la Bastille, où l'homme fut transféré en 1690. Avant ce transfert, Louvois vint voir le prisonnier à l'île Sainte-Marguerite et lui parla debout. Quelle merveilleuse énigme. Oh, ne nous faites pas languir, mon tout bon, qui était-ce? Mystère. Oh. Cher ami, on me dit qu'un messager vous attend dans la rue, refuse de monter et veut vous remettre son mot en main propre. Décidément, c'est le souper des mystères. Me permettez-vous, madame? Faites, mon très cher. Et revenez vite nous raconter votre masque. Quel homme merveilleux. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez, vous? Allez! Et ne frappez pas sur la tête. Il peut encore en sortir quelque chose. Mais mon Dieu, mais que fait donc Voltaire? Oh, mon pauvre ami, mais quelle horreur vous est-il arrivé? L'injustice la plus ignoble. L'action misérable qui nous offense tous deux. Vous, parce qu'elle est lue à votre porte. Et moi, parce que je suis l'innocente victime d'un guet-apens. Des linges mouillés et un cordial. Vite, le malheureux va s'évanouir. Mais quel guet-apens! Il n'y avait point de messager, madame. Mais seulement 4 hommes qui m'ont saisi et roué de coups de bâton jusqu'à ce que je tombe à moitié mort. Et les passants qui riaient et applaudissaient à mes bourreaux. Asseyez-vous. Rappelez-vous ma promesse, mon très cher Voltaire. Quels que soient vos agresseurs, je serai là pour vous défendre et vous venger. Ces agresseurs et les nôtres, Voltaire a raison. L'attaquer devant notre porte, c'est nous faire insulte aussi. Avez-vous remarqué quelques marques distinctives chez ces 4 bandits? Un trait de visage, la couleur d'un vêtement, une manière de parler. Inutile. Inutile. Le crime est signé, car son instigateur était là, à quelques pas dans son carrosse, et encourageant ses sbires à m'assommer comme il convenait. Ah, il s'amusait de tout son cœur, le lâche. Vous ne devinez pas? Monsieur le chevalier de Rohan. Rohan? Enfin, vous avez mal vu, c'est impossible. Dieu sait que le maréchal n'est pas de la politesse la plus exquise. Mais un attentat aussi scandaleux, cela ne lui ressemble pas. Mais madame, il n'est pas question de ressemblance. Je l'ai vu, de mes yeux vu. Au reste, mes 4 assassins portaient sa livrée. Mais demandez à votre concierge, il les a vus comme moi. Je demande justice, monsieur le duc. Mais calmez-vous, mon cher Voltaire, calmez-vous. Il faut d'abord que vous vous reposiez, mon ami. Et puis, demain, lorsque vous irez mieux, nous discuterons de tout cela. Tranquillement. Tranquillement! Ah, les monstres! On n'est pas sur le lit avant de l'avoir revu. Le revoir, moi? Jamais. Dans le fond de son cœur, je suis sûr qu'il juge indigne la conduite de Rohan, mais ils sont du même monde. Et je n'en suis pas. Mais vous m'avez dit 20 fois que le duc et la duchesse vous aimaient. Oh, ils m'aiment, oui! Comme un jouet qui fait de jolis poèmes et de mots d'esprit, c'est tout. En m'accompagnant ici tout à l'heure, ils ont osé me demander de ne rien faire d'irréparable. Bref, de me conduire comme un lâche. Cette injure est plus atroce que les coups que j'ai reçus. Ne la ramassez pas, monsieur, et oubliez vos projets de duel. Je dois la vérité de vous dire que vous soyez tué à la première passe. Parole de... Je suis allé voir les mauvais garçons des barrières à Montmartre.
Je voulais qu'il m'apprisse à donner un coup de couteau. Et ces gueux se sont moqués de moi. François, je t'en supplie. Si tu continues, Rohan te tuera. Nous ne sommes pas de force. Nous ne sommes pas de force, tu entends? Laissez. La partie est jouée. Alors, monsieur, comment se porte votre santé? On attrape si facilement un rhume le soir, rue Saint-Antoine. Je me porte à merveille, monsieur. Merci. En réparation de l'insulte que vos valets ont daigné m'offrir devant l'hôtel Sully, j'ai l'honneur de vous demander de désigner 2 témoins qui conviendront avec les miens de notre prochaine rencontre sur le pré. Mais avec le plus grand plaisir, monsieur. Serviteur. Serviteur. Mademoiselle. François, tu es fou. Non. Je me respecte. Mais que faites-vous? Vous défigurez votre Henriade? Je la purifie, au contraire. Je supprime tous les vers où je parlais de cet abominable Sully. Mais ce n'est pas le même. Le bon ministre du roi Henri n'est tout de même pas responsable. Taisez-vous avec vos raisons. C'est bien simple, à tout prendre, entre Sully et Rohan, je préfère encore Rohan. Lui, au moins, il a le courage de se battre. Allez, ouvrir. J'ai un mot à vous dire, monsieur. Sur plainte de notre féal chevalier de Rohan, maréchal de Caen, c'est notre bon plaisir que monsieur de Voltaire soit conduit aussitôt à la Bastille. Comme la foule est abjecte, mon cher Houdon, tout le monde trouva fort drôle cette abjection. Sauf un vieux soldat glorieux, le maréchal de Villars, vainqueur de Denain. Je reproche à monsieur de Rohan d'avoir osé commettre un crime digne de mort en faisant battre un citoyen. Et je reproche au gouvernement de n'avoir pas puni la notoriété de cette mauvaise action et d'avoir fait mettre le battu à la Bastille pour tranquilliser le batteur. Cette intervention généreuse provoque un revirement de l'opinion publique. Je suis devenu un symbole de la liberté outragée. Alors que fait-on de moi? On me libère. Ça serait logique. Alors on n'y pense pas. Et puis, un symbole en liberté, quel danger pour le gouvernement. Bref, on m'exile. Il s'en va le 5 mai de 1726 jusqu'à Calais, escorté par une escouade de policiers, laissant derrière lui l'amour, Je vous aime, François. l'amitié, les illusions perdues et une insulte à venger. Il ne croyait pas à la Providence. Mais après tout, je me demande si ce n'est pas elle qui lui envoya les coups de bâton de l'ignoble Rohan. Car s'ils ont déchaîné sa colère, ils vont maintenant déchaîner son génie.